Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Vous m'entendez tous bien, y compris au fond de la salle, ou est-ce que je vais te parler plus fort? On est bon? Un peu plus fort? Ok, bon, ça marche. Si jamais je parle pas assez fort, faites signe, je remonte. Ok, donc déjà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de comment traiter les différents trucs que vous allez recevoir par email, par SMS, par vos amis, par WhatsApp, par Signal, par tous ces outils-là, et comment vous pouvez recevoir ces choses, fichiers, URL, et voir leur contenu sans nécessairement avoir des risques sur vos propres machines. Okay. Voilà. Donc voilà, un peu des bonnes pratiques pour votre curiosité. Donc pour commencer, qui je suis, donc je m'appelle Raphaël Vino. J'étais opérateur au Circle pendant pas mal de temps. Donc le Circle, c'est un peu similaire à l'ANSSI, mais au Luxembourg. On bosse avec des PME en général et on fait donc des formations. On a des options de réponse à incidents pour leur aider à comprendre ce qui s'est passé quand ils se font compromettre. On développe beaucoup d'outils open source. Donc celui que vous connaissez peut-être, si vous êtes un peu dans la sécurité informatique, dans le cyber, ça va être MISP, MISP. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et je vais vous en présenter deux aujourd'hui, un qui s'appelle Lookiloo et l'autre qui s'appelle Pandora, qui permettent donc d'analyser de manière relativement simple des fichiers et des URL que vous allez recevoir. Moi maintenant je maintiens donc j'ai ma propre boîte là basée à Bordeaux et donc je maintiens des outils libres divers et variés, développés principalement par Circle mais pas forcément uniquement. J'aime bien jouer avec des jeux de données qui sont un peu bizarres. C'est des trucs qui sont pas forcément simples à analyser, qui n'ont pas forcément de méthodes et de moyens de les analyser facilement. Et puis donc j'en crée aussi pas mal par la même occasion. Mais le but des outils que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les gens, donc vous et puis vos amis et vos connaissances, à prendre des décisions informées sur le web. Donc vraiment, les outils que je présente aujourd'hui ne vont pas vous répondre par oui ou par non si quelque chose est malveillant ou légitime ou c'est une bonne idée de l'ouvrir. Ça va pas vous aider à comprendre ce qui se passe quand vous recevez ce genre de choses-là et prendre du coup des bonnes décisions. Voilà, donc phishing. Tout le monde reçoit des mails de phishing tout le temps. Enfin, je pense que vous en recevez tous tout le temps. C'est voilà quoi, ils sont traités, ils sont reconnus comme phishing ou pas reconnus comme phishing. Ils sont plus ou moins simples à détecter. Là, j'en ai mis j'ai trois exemples là, de Post Luxembourg. Maintenant, les mails de phishing sont en général très bien foutus, ressemblent pratiquement complètement à des mails légitimes. La langue utilisée, les fautes de grammaire ou les phrases qui veulent rien dire et tout, c'est plus vraiment suffisant pour détecter des emails qui sont malveillants, parce que maintenant beaucoup d'attaquants utilisent directement ChatGPT et autres AI pour générer le contenu des mails dans toutes les langues que vous voulez. Je sais que même le luxembourgeois, moi je parle pas luxembourgeois, mais mes collègues parlent luxembourgeois, et les mails de phishing en luxembourgeois il y a quelques années étaient très facilement détectables. Maintenant, ça va être écrit très correctement. Donc il n'y a plus vraiment moyen d'utiliser ce genre d'approche pour détecter si c'est du phishing ou pas. Et puis après, il y a tout ce qui va être les trucs bizarres. Alors vous avez des fois là, j'en ai un ici, c'est pour acheter de l'électronique depuis la Chine avec un lien dedans. Bon, ça c'est vraisemblablement pas un truc qui va vous intéresser en général, mais si jamais c'est le cas, vous avez un lien comme ça. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? Est-ce que je veux l'ouvrir? Est-ce que je veux regarder? Ou est-ce que je veux juste ignorer? C'est pas forcément simple de prendre la bonne décision à ce niveau-là. Puis vous avez typiquement le mail qui contient une pièce jointe. La pièce jointe, en l'occurrence, c'est de XLA. Première fois que je vois cette extension-là, probablement pas légitime, on verra ça un peu plus tard. Mais vous allez recevoir régulièrement des pièces jointes avec des documents PDF, des documents Office, enfin toutes sortes de choses qui peuvent parfois simplement entrer dans ce que vous faites au quotidien. Si vous bossez pour une banque, si vous bossez pour une agence de voyage, n'importe quelle entreprise qui reçoit des mails, les gens vous envoient des mails avec des pièces jointes et votre boulot, littéralement, c'est de les ouvrir et de les traiter.
et décider depuis juste un mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas si la pièce jointe est quelque chose que vous devriez ouvrir ou pas, c'est difficile à dire. Mais si vous pouvez voir le contenu, vraiment le contenu de la pièce jointe, souvent vous pouvez avoir une bonne idée de ce que c'est. Donc voilà, on va voir un peu comment traiter ce genre de choses-là. De nouveau, donc là on est parti sur des mails. Là, on a des sites. Le premier, c'est un site qui ressemble à la page de login de la Banque Postale. Très similaire au site officiel. Mais en l'occurrence, ça va être du phishing. Celui du bas, c'est le site de la ville de Luxembourg avec une interface de login. Pareil, pourquoi c'est là? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? En voyant juste la page comme ça, c'est difficile à dire. Et puis le dernier, c'est je l'ai vu la semaine dernière, c'est l'ambassade de France au Kazakhstan qui a un événement pour le Beaujolais Nouveau là, la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine, ouais, c'est ça. Ou non, c'est maintenant. Enfin voilà. Donc du coup voilà, vous recevez des liens comme ça. Est-ce que c'est légitime, bizarre, malveillant? Difficile à dire. Donc voilà. Et après, vous avez tout ce qui est les SMS. Alors, vous recevez sûrement des SMS régulièrement de trucs qui sont pareils, probablement pas vraiment légitimes, ou Bitcoin, je veux dire la différence entre légitime, pas légitime et Bitcoin, crypto-monnaie. J'ai du mal à faire la différence en général, mais là, en l'occurrence, c'était clairement un site de phishing. Le solde formation, voilà, les formations continues, pareil, les SMS qui vous disent que vous loguez-vous sur le site et puis regardez l'état de combien vous avez d'heures pour utiliser la formation, le crédit formation. Légitime, pas légitime, avant de cliquer surtout sur des liens comme ça qui sont des URL courtes, vous pouvez pas dire avant d'avoir cliqué sur le lien. Et après, vous avez des trucs qui viennent en d'autres langues. Est-ce que c'est légitime, pas légitime? Là, ça, c'est les alertes officielles du site du Luxembourg pour vous informer quand il y a des risques climatiques. En l'occurrence, c'est des alertes de test. Mais voilà, vous allez recevoir des SMS comme ça. Ceux-là sont parfaitement légitimes, c'est tout à fait officiel, ça vient du gouvernement luxembourgeois. Comment savoir en ayant juste ce document-là, je ne sais pas. Puis bon, en l'occurrence, le premier, celui en 2022, ils ne le font plus maintenant, il y avait un lien dedans. Pareil, est-ce que vous voulez ouvrir ce lien-là ou pas? Difficile à dire. Donc voilà. Tout le monde, à un moment ou à un autre, va recevoir des choses malveillantes, va recevoir des fichiers qui sont potentiellement douteux, et ils vont arriver un jour où ça a du sens. C'est-à-dire que vous allez avoir passé une commande quelque part et recevoir un message de la poste, indiquant que pour récupérer le colis, il faut payer 10 € pour la douane ou quelque chose comme ça. Et ça va arriver, ce mail-là va arriver juste le lendemain d'une commande que vous avez faite sur Amazon, par exemple. Et ça va vous sembler légitime, vous allez potentiellement cliquer, puis entrer votre carte de crédit, et voilà, vous allez avoir... vous pouvez annuler votre carte de crédit directement derrière parce que ça a été malveillant. Et en général, les sites de phishing, vous allez vous en rendre compte. Si vous réfléchissez 2-3 minutes, vous allez dire « Ah, ça, c'est pas bon ». Mais des fois, vous n'avez pas le temps simplement. Si vous recevez par SMS, est-ce que vous avez le temps de vérifier avant de cliquer? Pas toujours. Et en général, c'est dur à dire sans voir le contenu. Et pour voir le contenu, par définition, il faut bien ouvrir le fichier quelque part ou l'URL quelque part. Mais régulièrement, voir le contenu va s'avérer être suffisant pour prendre une décision. Vous bossez pour une agence de voyage, votre client a envoyé le passeport parce qu'il faut que vous utilisiez ça pour faire la demande de visa ou réserver le billet d'avion. Si vous voyez simplement le fichier, c'est bon, vous avez les informations qui vont bien. Vous pouvez faire votre demande, vous n'avez pas à ouvrir le fichier sur votre machine à vous. Vous avez juste une image, c'est suffisant. Donc ça paraît comme ça de réduire fortement le risque d'ouvrir des trucs malveillants parce que vous avez simplement une image. Mais parfois, juste une image
de la page ne va pas être suffisante. Typiquement, c'est ce qui va se passer quand vous avez quelqu'un de votre famille qui vous dit hey, « j'ai reçu ce message-là, copie d'écran du mail, est-ce que c'est légitime ?» Et avec juste une copie d'écran du mail, on ne peut pas forcément dire. Typiquement, là, si on prend celui-là, le lien, là, le frais inclus, machin, c'est un lien. Mais avec juste la copie d'écran du mail, moi, je ne peux pas dire si c'est légitime ou pas. Du coup, des fois, il faut quand même avoir plus de contexte que ça. Et du coup, pour avoir plus de contexte, il faut avoir une méthode simple pour dire aux gens d'uploader ou de pousser l'information, le document ou le fichier qu'ils ont reçu ou l'URL quelque part. Et personne n'a le temps de chercher des heures. J'ai pas le temps, moi, de recevoir 15 mails par jour de toute la famille pour voir est-ce que c'est légitime ou pas. Voilà, il faut bien à un moment former les gens pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Et du coup, cette formation, en utilisant des outils qui sont relativement simples à utiliser et à comprendre, ça va réduire le temps que vous allez passer à expliquer comment ça fonctionne, limiter les risques de vos amis, et vous allez juste devoir traiter ou du moins répondre aux questions où c'est vraiment douteux. Donc voilà, le premier outil que je vais vous montrer aujourd'hui s'appelle Lookiloo. Lookiloo, c'est une interface web où on peut configurer donc, différents paramètres dans pour capturer une page. Donc quand je dis configurer différents paramètres, ça va être le user agent, donc ça va être le pays duquel on vient, ça va être la langue qu'on préfère, ça va être différents cookies par exemple. Ça construit un arbre pour représenter ce qui se passe, donc je vais vous montrer des exemples après, mais vous avez donc une URL de départ, une série de redirections, et puis la page qui est affichée et toutes les ressources qui sont chargées. Donc vous allez avoir des CSS, des JavaScript, des images, qui vont toutes être affichées comme ça, de manière relativement lisible sur un arbre. Ça extrait des artefacts, donc copie d'écran de la page rendue. Donc la même chose que vous avez dans le navigateur, c'est vraiment, ça prend la page, l'intégrité de la page, donc tout, pas juste ce qui est vu dans le navigateur à un instant donné, mais vraiment toute la page. Ça extrait les ressources, donc JavaScript, CSS, les fontes, les favicon, enfin tout ce qui est chargé. Et ça garde aussi toutes les requêtes. Donc ça permet comme ça d'analyser vraiment en détail qu'est-ce qui s'est passé sur une page. Donc ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut être quand même pratique après coup pour analyser ce qui s'est passé. Et ça stocke aussi toutes ces données-là dans l'interface. Donc c'est-à-dire que si vous voulez revenir sur une URL, sur une capture plus tard, vous pouvez le faire. C'est souvent un des problèmes sur les sites de phishing où un site de phishing va être accessible pendant quelques heures, quelques jours, mais après il va plus être accessible. Et du coup, si vous n'avez pas une capture de la chose, vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé. L'autre avantage, c'est qu'avec les artefacts qu'on extrait, donc les favicon, les images et tout, on peut utiliser ça pour pivoter et retrouver d'autres captures. Donc typiquement, beaucoup de sites de phishing vont avoir le favicon du site officiel. Et du coup, si vous avez ce favicon-là, vous pouvez utiliser ça pour pivoter et retrouver toutes les autres captures avec le même favicon. Donc vous pouvez comme ça avoir des collections de sites qui ont été capturés pour analyser après coup. Connexion avec des outils tiers, donc ça permet aussi donc, de faire des requêtes sur d'autres outils. Si vous êtes en sécurité, vous allez connaître potentiellement MISP, URL scan, on peut aussi faire des scans d'URL, PhishTank, aussi des requêtes contre VirusTotal par exemple, donc juste faire la requête du hash de l'URL contre VirusTotal pour voir si cette URL-là a déjà été capturée quelque part. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit purement sur votre machine, donc sur votre machine ou sur la machine là où l'outil tourne, sans faire fuiter des données à droite à gauche. Option de monitoring, donc typiquement, vous allez avoir des fois des sites, des domaines, des URL qui pointent sur une parking page. Donc c'est juste le domaine a été réservé, mais il n'est pas utilisé encore. Mais il va être utilisé dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Par un attaquant. Mais du coup, vous pouvez comme ça monitorer la chose, donc avoir l'URL, et puis vérifier tous les jours si c'est utilisé. Et puis, si vous êtes dans une entreprise avec un système de tickets, vous pouvez dire, OK, cette URL-là, quand vous voyez une URL malveillante, cliquez sur ce bouton-là, ça l'envoie dans le ticketing system, donc dans le système de tickets, pour investiguer plus tard par l'équipe sécurité. Pour Lookiloo en tant que tel, j'ai un exemple à 18h dans une autre présentation où je donne un exemple vraiment en détail d'un site de phishing que j'ai trouvé la semaine dernière qui est vraiment intéressant. Voilà. Capture avec Lookiloo. Donc, je vous avais dit, vous pouvez comme ça capturer, avoir différents paramètres pour faire une capture.
Et quand je dis paramètres, donc ça va être l'URL en tant que tel. Est-ce que c'est... Je vais expliquer de toute façon, pas forcément trop lire sur le au fond de la salle, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça se présente. Et la présentation va être disponible aussi, hein, donc vous pourrez la voir plus tard. Et si vous allez sur le site, vous allez voir tout ça aussi de toute façon. Mais quand je dis donc la configuration de la capture, ça va être donc le user agent. Donc le user agent en général permet au site que vous chargez d'avoir une idée de quel navigateur est utilisé. Donc vous allez avoir en général soit Chrome, soit Firefox, soit WebKit, avec différents paramètres. Et je sais que souvent, moins maintenant, mais quand même assez régulièrement, des attaquants vont uniquement exécuter le code malveillant si vous venez avec un navigateur qui est ancien. Ça arrive encore de temps en temps, c'est que du coup, le navigateur que vous utilisez a une vulnérabilité connue. L'attaquant va uniquement lancer le code malveillant sur cette version du navigateur. Et en général, en sécurité, on a tous nos navigateurs qui sont à jour. Donc, on a rarement un moyen simple de voir, OK, qu'est-ce qui se passe sur ce site-là avec un vieux navigateur. Mettre un user agent spécifique ancien permet, en général, de détecter ce genre de choses-là. Donc là, il y en a toute une série qui sont préconfigurées. Et vous pouvez aussi mettre le vôtre. Donc typiquement, si vous avez un navigateur toujours le même dans votre entreprise et que vous voulez voir qu'est-ce qui se passe quand un site est chargé depuis ce user agent-là, vous pouvez donc le configurer là-dedans et faire votre capture. Et vous pouvez aussi capturer avec des options mobiles. Donc vous pouvez dire, OK, capture ce site-là avec comme si c'était un iPhone 8, par exemple. Et comme ça, vous avez la capture qui va être lancée avec tous les paramètres en place pour ça. On a une série d'autres options ensuite où on peut donc activer ou pas le JavaScript. Pareil, beaucoup de sites, de temps en temps, les sites vont s'exécuter différemment si vous avez le JavaScript ou pas qui est actif. Le référeur, c'est la page sur laquelle vous étiez avant. Ça, régulièrement, il y a des sites qui, l'URL ne va se charger que si, typiquement, c'est un clic depuis un site vers un autre et l'URL du nouveau site que vous chargez, si le référeur n'est pas en place, ne se charge pas. Vous pouvez comme ça configurer la chose ici pour faire votre capture comme si c'était après un clic. Le Allow Tracking que j'ai tout en haut là, ça c'est un petit peu plus avancé, c'est-à-dire que ça permet en fait de cliquer sur le autoriser tout. Donc souvent vous avez des sites, tout ce qui est les RGPD où vous avez donc une boîte et vous cliquez dessus, autoriser tout, ou refuser tout, mais en général autoriser tout est plus simple à trouver que l'autre. Donc vous cliquez là-dessus et ça va charger tous les cookies, ça va charger tous les sites de tracking qui sont actifs derrière. Donc vous cliquez là-dessus et il y a donc un peu de code derrière dans le qui permet de trouver certains de ces boutons, cliquer dessus et voir du coup la capture. Je vous en montrerai une après, c'est assez intéressant pour des sites notamment de news. La langue préférée du navigateur, typiquement, ça, c'est vous avez des sites qui vont vous afficher dans différentes langues en fonction de quelle langue votre navigateur préfère. En général, ça va être soit vous venez en français, donc vous avez un site qui va venir en français, ou alors en allemand ou en anglais, ou voilà, ainsi de suite. C'est fréquent au niveau du Luxembourg, où on a donc 3 langues. Le fait de pouvoir dire, OK, je préfère le français, va afficher un site spécifique par rapport à je préfère l'allemand. Header HTTP, je ne vais pas aller dans le détail là-dedans, mais ça va être comme ça de configurer différents paramètres à ce niveau-là. La time zone, donc ça va vraiment être l'heure de votre ordinateur. Pareil, pratique si vous voulez faire des captures comme si vous étiez dans un autre pays. Donc vous pouvez mettre une time zone et ça va être capturé avec cette heure-là. Color scheme, celui-là, c'est en général, votre navigateur peut être configuré pour afficher de préférence les sites en clair ou foncé. Pareil, vous pouvez configurer ça là-dedans et le site va être affiché différemment. Géolocalisation, vous pouvez pareil mettre latitude, longitude et ça va être passé à l'API géolocalisation du navigateur. Donc vous pouvez comme ça capturer comme si vous étiez depuis un autre pays. Il faut garder en tête que ça c'est purement l'API géolocalisation du navigateur. Ça ne change pas la capture depuis quelle IP elle est faite. Donc faut faire un peu attention à ce niveau-là. Proxy, vous pouvez passer des proxys si vous voulez. Authentification basique, des cookies. Alors les cookies, ça peut être pratique pour capturer un site comme si vous étiez déjà logué dessus. Alors s'il vous plaît, si vous utilisez la version publique de Lookiloo, ne me donnez pas les cookies. Je ne veux pas avoir sur l'instance publique vos logins Facebook. Merci d'avance. Juste très embêtant quand ça se produit. Il y a une grosse boîte rouge, faites pas ça. Si vous voulez capturer des sites
depuis, en étant comme si vous étiez logué, installez Lookiloo sur votre machine et faites votre capture depuis votre machine et pas depuis l'instance publique. Voilà. Gardez ça en tête. Pareil pour l'authentification basique, passez pas des logins mots de passe internes à votre entreprise, ce serait très embêtant. Après, vous pouvez toujours nous dire, hein, on veut les supprimer, mais bon, ça reste pas une bonne pratique, quoi. Évitez. Voilà. Quelques exemples, parce que c'est pas forcément ça faisait beaucoup d'informations, mais si je vous charge maintenant donc un site que j'ai capturé avec Lookiloo. Donc, le domaine, hop, la capture qu'on fait ici, hop, tac, ça va être, l'URL va ressembler à ça. Hop, je vais zoomer un peu, voilà. Vraisemblablement pas légitime. Voilà. Donc, mais en général, juste en ayant ça, on va se dire, le domaine, ça n'a pas l'air d'être le domaine légitime pour payer des amendes. Donc déjà, juste avec ça, on peut vraiment seulement se dire, non, ça, c'est pas mauvais site. Mais on peut quand même regarder hop, la copie d'écran. Alors, la copie d'écran, par défaut, elle est masquée parce que, en fait, quand vous uploadez une URL et que vous faites la capture, en général, ça va pas trop mal se passer, mais si vous bossez pour un CERT et que vous avez plein de gens qui uploadent plein d'URL un peu partout, des fois, vous ne voulez pas forcément voir toutes les captures d'écran par défaut qui se pointent. Il y a des trucs le matin, c'est pas forcément top, quoi. Donc, par défaut, c'est masqué, et vous pouvez donc le démasquer et voir le contenu. Donc là, en l'occurrence, bah, voilà, le site a l'air assez légitime. Il a l'air plutôt bien foutu. Enfin, ça a l'air d'être vraiment le site pour payer des amendes. Celui-là est assez marrant parce qu'en fait, il passe par un iframe. Et en fait, quand on continue de scroller sur la page, on voit le reste du site. Qui est vraisemblablement, je ne sais même pas ce que c'est, hein, mais bon, voilà, c'est vraiment juste une iframe qui est balancée au-dessus du site qui est compromis vraisemblablement. Voilà. Donc voilà. Donc là, on avait, hop, première chose, redirect ici, et là, on a donc les différentes ressources qui sont chargées derrière. Donc là, on voit que ça charge donc, là, ça charge du HTML. Hop, là, il y a l'iframe qui est ici, et l'iframe donc qui charge ensuite donc des fontes, des images. Et qui set des cookies, et ainsi de suite. Donc voilà, là on a comme ça une idée de ce qui se passe quand on charge la page. Donc ça, bon, effectivement, c'est d'un intérêt, c'est assez intéressant pour analyser, pas forcément super intéressant pour un utilisateur lambda, mais quand nous on veut trouver quelle ressource est chargée par quel site, ça va être assez pratique. On peut cliquer ensuite là-dessus, tac, ça me charge donc une pop-up. Qui va donc, bon, ça dépend à peu près du nombre de ressources qui sont similaires, mais voilà, hop. Donc là, on a ça, on a notre ressource, on a donc le CSS spécifique qui a été téléchargé. On peut cliquer dessus pour le récupérer, voir les autres captures où j'ai la même image qui a été, le même CSS. Bon, en l'occurrence, là, j'ai que les plus récents qui sont affichés là pour des raisons de rapidité, mais hop, voilà. Donc là, j'ai celui-là qui est chargé donc ici. Si je vais vous en montrer un autre après où j'ai plus de captures qui sont similaires. Et là, donc, on a donc d'autres options ici. Hop, les ressources. Donc là, j'ai par exemple cette CSS-là qui est chargée sur 8000 sites différents. C'est tous les trucs qui sont classiques. Donc là, on peut comme ça scroller. Hop. Ici, je peux voir donc l'image. Et là, on voit que j'ai donc cette image-là, je l'ai sur quand même pas mal de sites. Donc si je clique là-dessus, tac, ça va m'indiquer toutes les autres captures avec la même image. Cette image, tu l'as sur d'autres sites, c'est l'URL vers cette image? Non, c'est le fichier. C'est le fichier. C'est vraiment le hash du fichier. On retrouve le même sur les autres sites. Les autres sites qui ont été capturés. Ouais. Ça, uniquement les sites capturés avec Lookiloo. Ouais. Mais que par cette instance-là Ouais. Voilà. Oui. Non, c'est pas centralisé. C'est juste que celle-là, comme en fait, celle-là, c'est l'instance donc publique au niveau de Circle et on a à peu près 150 à 200 000 captures par mois. Donc, il y a beaucoup de données dessus. C'est assez conséquent. Du coup, ça va comme ça de faire de corréler assez efficacement et de retrouver donc les autres captures qui sont similaires. Donc voilà. Après, on peut cliquer dessus, hop, ouvrir une autre capture et voir, hop, un autre site différent mais avec la même image. Donc voilà, là c'est assez pratique pour comme ça pivoter et retrouver du coup qu'est-ce qui a le même genre de contenu et faire des demandes de takedown et ainsi de suite. Voilà, donc le takedown pour supprimer les sites, rendre le site inaccessible
quand c'est malveillant. Donc voilà, là j'ai celui-là, et je vais retourner ici. Oups, non, ça c'est pas la bonne. Pardon. Oups. Voilà, ça c'est la présentation suivante. Hop, j'en ai une autre avec la banque postale ici. Pareil, hop. C'est ce que je vous ai montré avant, pareil. Donc là, c'est l'image comme ça. On a ça. Pareil, on peut pivoter de la même manière avec les ressources. Retrouver les ressources qui sont similaires. Hop, cliquez là-dessus. Et retrouver, bon, en l'occurrence, ça, c'est la même capture qui a été faite plusieurs fois. Mais comme ça, on peut pivoter assez facilement. Celui-là n'a pas de favicon, je vous montrerai avec un favicon derrière. Donc pareil, les favicons, en général, c'est assez pratique parce que du coup, on a la même image. En général, c'est le site officiel. Hop, le favicon de la page officielle, on peut pivoter pour retrouver d'autres exemples. Celui-là, voilà, tac, celui-là, je crois qu'il est... Ah non, c'est la même aussi. On a toutes sortes d'autres options pour faire des captures, pour pivoter et tout, en fonction de différentes ressources, de différentes choses. Je vais pas aller plus en détail que ça là-dessus, parce qu'il y a plein de trucs que je peux vous raconter, mais c'est pas forcément utile juste aujourd'hui. Hop. Et là, une page de parking. Donc ça, c'est un site. Donc là, voilà, le domaine ici, créditagricolefrance.fr, qui pointe sur un site de parking comme ça. Ces liens-là pointent nulle part. Enfin voilà, celui-là, il va sûrement être à un moment ou à un autre utilisé pour des choses malveillantes, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et en général, ça dépend un peu des registrars, mais ils veulent souvent pas supprimer le domaine avant qu'il y ait un truc malveillant dessus. C'est sur GoDaddy et compagnie, si vous dites le domaine là, il va être utilisé de manière malveillante à un moment ou à un autre, mais s'il n'y a rien dessus, ils ne voudront pas faire la suppression du domaine. C'est un peu embêtant, mais si vous surveillez la chose, vous allez pouvoir le détecter assez rapidement derrière. Hop. Donc voilà, puis j'ai celui-là qui est aussi... Ouais, il y a un autre module de monitoring que je ne vais pas forcément trop présenter aujourd'hui, mais on peut donc balancer une URL dedans et dire capture-moi cette URL-là tous les jours, toutes les heures. Et il y a un diff. Alors pareil, un diff sur les captures, c'est compliqué. Parce que on ne veut pas juste faire un diff du contenu de la page, il faut avoir le diff de toutes les ressources chargées aussi. Donc voilà, voir qu'est-ce qui change sur une page et qu'est-ce qui est important, à quel point c'est important quand ça change. Parce qu'il y a beaucoup d'URL où simplement il y a un H à la fin qui change à chaque requête. Donc ceux-là, il faut les ignorer. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Il y a une option pour faire des comparaisons. Work in progress. Ça avance tranquillement. Ce n'est pas encore forcément trop en place. Voilà. Là, j'en ai un autre ici où je me suis amusé. Ça, c'est un site de phishing très basique, mais qui marche plutôt bien en général. Celui-là, c'est un exemple de test bête et méchant. Où simplement on a, donc ça c'est mon site de test, hop, on met une URL à la fin, et ce qui se passe ici, c'est que la page que j'ai, elle contient rien de particulier, elle reprend juste ce qui vient avant le arrobase, ça le met donc ici, et le domaine du mail, on récupère le favicon et on le met sur la page. Et on a cette page-là. Et ça marche mieux ça marche plutôt bien. Pour avoir, voilà, bon, en l'occurrence, celui-là, je l'ai fait clairement pour que les gens ne me donnent pas leur login mot de passe, mais c'est vraiment simple à faire. Et ça, on voit ici, depuis Google, en fait, on récupère, il y a eu moyen de faire via Google de récupérer juste le favicon pour un domaine. Et donc là, on va avoir ici, hop, notre favicon pour X. Et du coup, celui-là, je n'ai pas regardé là-dessus, on va voir ce que ça donne si je clique là-dessus. Voilà, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Bon, j'ai pas beaucoup de captures Twitter sur cette instance-là. Mais voilà, donc on peut comme ça voir de nouveau des sites. Et c'est vraiment simple à développer. Le site que je vous montrerai après, dans la prochaine conférence, est beaucoup plus avancé que celui-là, mais assez rigolo à voir. Hop. Donc, voilà. Donc c'est beaucoup utilisable dans un contexte sécurité, mais il y a moyen d'utiliser aussi l'outil dans un contexte plus RGPD, où là, j'ai le site qui s'appelle public.fr, qui est intéressant. Je prends les stats ici. Ça, c'est la page d'accueil, après avoir cliqué sur le bouton « Autoriser tout » automatiquement. Donc là, on a 950 uniques URL chargées sur la page d'accueil. C'est juste public.fr, après avoir cliqué sur le bouton « Autoriser tout ».
ça charge donc, on reçoit 600 cookies. Le contenu, il y a 15 mégas qui sont téléchargés juste sur la page d'accueil. Le load time total ici, c'est l'agrégation de tous les chargements. Beaucoup se sont faits en parallèle. Donc là, en l'occurrence, le temps total de chargement pour toutes les ressources, c'est 4 minutes 20 secondes. Et attendez, parce que là, on a la page ici. Je vais dézoomer un petit peu, histoire que vous ayez quand même dézoomer, pas zoomer, parce que là, si on zoome, on s'en sort pas. Là, j'ai dézoomé au maximum. La page, elle ressemble à ça. Là, je suis tout en haut, et on a donc comme ça toutes les ressources chargées. De nouveau, simplement, page d'accueil, avec, on bouge la souris, on clique sur le bouton, on utilise un peu le clavier, enfin voilà, on scrolle un peu sur la page, histoire de donner l'impression que c'est un utilisateur, quoi. Et on attend que le chargement se termine, qu'il n'y ait plus de ressources chargées pendant quelques secondes. Mais là, voilà. Et donc là, on n'est pas encore. Là, on est à la moitié de la page, et on continue ici. Et on continue sur 25 niveaux en profondeur. Voilà. Et en fait, alors, soit c'est un bug, pas impossible, soit les redirections comme ça à la chaîne, c'est pour faire du fingerprinting, donc pour vraiment identifier spécifiquement un utilisateur sur la page. Donc en fonction de comment le navigateur répond, d'où les réponses viennent, enfin, voilà, on peut comme ça identifier de manière assez spécifique quelqu'un, voilà, un utilisateur spécifique sur ce site-là. Mais donc voilà, là, ce genre de site-là, c'est de la folie complète. C'est un site de quoi de base? C'est un site de news, comment People, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout ça pour ça. Mais ouais. Donc voilà, 950 URL uniques sur une capture de 30-40 secondes. Donc voilà, c'est intéressant. C'est pour ça, RGPD, bon, c'est un peu, voilà quoi. Est-ce que cliquer sur un bouton, oui. Et est-ce que si on ne clique pas, ça change quelque chose? Oui, ça charge beaucoup moins de trucs. Ça en charge un peu, mais ça charge pas toute la page. Mais bon, après, on a une grosse box où on peut rien faire. Hein. Au final, bon, voilà. Après, est-ce qu'on veut vraiment voir le contenu du site? Je sais pas. Mais donc, quelqu'un qui charge la page et veut voir le contenu va cliquer sur autoriser tout. Ou voilà. Donc bon. Donc c'est voilà. Est-ce que ça respecte la RGPD? Je sais pas. Bon. Oui. J'ai une question. Quand on a Firefox et qu'on dit, parce que j'en connais qui disent, oh, on s'en Ouais. fout, sur Firefox, tu veux dire quand je vais les Ouais. fermer, ça va tout effacer. Je m'en fous, je dis oui. Alors, ça va quand même tout charger et identifier. En fait, là où si on a du uBlock, donc les uBlock, Origin et compagnie, ces plugins-là vont bloquer l'immense majorité de ce qui est sur le site, hein, évidemment. Mais sans le moindre plugin pour bloquer quoi que ce soit et simplement en cliquant sur le bouton, c'est ce qui va être chargé. Mais effectivement, ça va dépendre un peu de comment votre navigateur est fait, qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. D'un point de vue éducation, donc c'est quand même utiliser Looky-Loo pour comprendre comment un site fonctionne et comprendre comment le web fonctionne en général, ça peut quand même être assez intéressant parce que c'est une vue qu'on n'a pas forcément, quoi. Juste charger une page et voir ce qui est affiché, ça reste différent de voir qu'est-ce qui est chargé, d'où ça vient, quel genre de ressources, combien, combien de redirections là et ainsi de suite. Et après, on peut faire de la recherche aussi sur les données. Actuellement, on a donc 5 millions de captures sur 5 ans. On n'a pas de bonne classification actuellement sur la plateforme. Donc, s'il y a des chercheurs qui veulent avoir des jeux de données de sites web d'un peu n'importe où, faites-nous signe. On peut s'organiser pour vous filer des accès, donner des exports et tout, parce qu'il y a plein de trucs et clairement, on n'a pas les ressources pour analyser cette masse de données. Voilà. Et maintenant, donc, l'autre outil, hop, ça va, j'ai encore un peu de temps, ça s'appelle Pandora. Et, ouais. Oui, je voulais juste savoir un petit peu sur cet outil-là. Pour moi, visiter un lien que je trouve dans les sites de phishing, c'est déjà leur donner vachement d'informations. Est-ce que c'est pas vachement... Enfin, la majorité des liens que je vois, typiquement, je reçois au moins 10 liens par jour qui sont des fausses factures OVH. Tu vois très bien OVH.com, l'URL, mais dès que tu pointes le pointeur dans Thunderbird, tu vois que c'est autre chose. Ouais. Et ils ont quasiment systématiquement des hashes dessus. Ouais. Et en tant que dev, personnellement, si c'est moi qui avais fait ce truc-là, la première chose que j'aurais fait, c'est hacher l'email dans le lien. Ce qui fait que si tu cliques sur le lien,
Je me dis, Ouais. ok, cet email-là était une adresse valide et je Ouais. sais que la personne a visualisé le message. Donc, Effectivement. Souvent, c'est le cas. Souvent, est-ce que c'est pas une super mauvaise idée de mettre le lien de phishing bah, comme ça pour les en fait, ça dépend un peu. Donc, ça dépendrait de sur quel email ça arrive. Si ça arrive sur un email perso, effectivement, on peut décider. Et ça, en fait, le problème, c'est si la question est simplement en voyant le lien, tu dis, moi, je clique pas là-dessus, c'est parfait. C'est plus pour les gens qui vont cliquer sur le lien quoi qu'il arrive. On peut leur dire, plutôt que de cliquer, envoyez-le là-dessus et voyez ce que ça donne. Parce que après, effectivement, ça va confirmer que l'email est valide. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que dire le fait qu'on reçoive déjà des mails dessus, le mail est l'attaquant, est-ce que ça l'intéresse de savoir si c'est valide ou pas, ou est-ce qu'il veut juste renvoyer des mails de toute façon quoi qu'il arrive? Ça va pas forcément impacter grand-chose dans le sens où c'est déjà l'email est déjà utilisé pour envoyer des trucs de phishing. L'idée vraiment de Lookiloo, c'est pour les gens qui vont cliquer quoi qu'il arrive et au moins ils vont pas continuer sur la page. C'est-à-dire qu'ils vont pas commencer à entrer leurs identifiants et ainsi de suite. Donc c'est voilà, il y a toujours un peu la balance à faire à ce niveau-là. Ouais. 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 Mais ouais. Après, ouais. Non. Mais voilà. Mais donc il y a moyen de faire des choses à ce niveau-là. C'est juste vraiment voir le contenu de la page. Ouais. Ouais. C'est pas vraiment, ça va pas avoir de conséquences particulières. Le fait de savoir que l'attaquant sache qu'on est cliqué, sauf exception, il y a des cas où ça va être un problème pour le truc vraiment très ciblé. Ouais. 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 Mais ça après, si tu hostes ça en fait dans ta compagnie, tu vas avoir une IP effectivement qui va se retrouver à être liée à cette adresse email là. Mais ce site là, donc l'IP qui est utilisé pour faire les captures, effectivement là il faut que ce soit sécurisé un petit peu, que ce soit quand même, enfin voilà, tu le mets pas sur ton propre PC en permanence, quoi. C'est pas un truc à faire. Voilà, faut avoir un peu faut décider un peu comment implémenter la chose. Mais l'idée c'est quand même de pouvoir éviter aux gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie ou pas l'intérêt, pas les compétences, qui veulent juste pas s'embêter avec ça, de dire ok, passez par cette plateforme-là et contactez-nous si vous pensez que ça vaut le coup ou juste arrêtez d'ignorer le contenu. Comme on parlait du coup des mails, en général, beaucoup de ces liens-là viennent par email. Juste récupérer le mail. Quand il y a des pièces jointes, on ne veut pas forcément l'ouvrir sur sa propre machine. C'est généralement pas une bonne idée, surtout quand il y a des macros, ce genre de choses. Mais des fois, on a aussi donc des liens dans l'email. On veut pouvoir prendre le lien là et directement l'envoyer sur Lookiloo de préférence sans avoir à faire quoi que ce soit sur sa propre machine. Ou alors, quand il y a un lien dans un fichier qu'on reçoit, on veut directement récupérer le lien de ce fichier-là et l'envoyer sur Lookiloo sans avoir à ouvrir le fichier au départ. C'est là qu'on va utiliser un outil qui s'appelle Pandora, qui lui fait l'analyse statique des fichiers. Donc, c'est-à-dire que ça va recevoir un fichier, un email, une pièce jointe, n'importe quoi qu'on peut uploader sur le site, ou envoyer ou faire un forward par email sur une mailbox qui va être traitée directement. On récupère donc le mail, et ce qui se passe ici, c'est qu'on va récupérer donc le contenu et le balancer dans LibreOffice, convertir en image et afficher l'image sur le site. Donc de nouveau, on va éviter à l'utilisateur de voir le contenu du message, le contenu du fichier sur sa propre machine, ça va être directement sur le site et ça va être traité comme ça automatiquement. Ça va chercher donc du contenu actif, donc typiquement s'il y a des macros dans un fichier Excel ou s'il y a du JavaScript dans un PDF, ça va afficher une alerte en disant potentiellement malveillant. Après, ça ne fait pas d'antivirus, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de faux positifs dans Pandora et des faux négatifs, parce que typiquement, Pandora va pouvoir détecter du contenu actif, mais le contenu actif peut être légitime. On peut avoir une macro tout à fait légitime. Mais au moins, on a l'information. Pour les faux négatifs, ça va être typiquement un phishing. On reçoit un mail de phishing, Pandora ne peut pas dire si c'est du phishing ou pas. Il va juste afficher le contenu et dire « ça, c'est la page, ce qui contient ces liens-là, prenez les bonnes décisions derrière. » Enfin voilà quoi, analysez et essayez de comprendre ce qui se passe derrière.
On a plein d'options de configurer des outils tiers et tout. L'idée de Pandora, c'est de dire on n'envoie pas les fichiers sur VirusTotal ou sur... voilà, on n'upload pas le fichier en tant que tel parce que sachez que quand vous poussez quelque chose sur VirusTotal, tous les antivirus, tout le monde qui a accès à VirusTotal a accès à ces fichiers-là. Donc quand vous uploadez quelque chose sur VirusTotal, vous avez quelques milliers d'entreprises qui y ont accès directement. Au niveau du Luxembourg, on avait ça régulièrement, où on avait donc des fiduciaires qui récupéraient des fichiers, qui avaient des fichiers Excel avec beaucoup de lignes, mais tout était masqué. C'est-à-dire que quand on ouvrait le fichier, on voyait juste une ligne, mais toutes les autres lignes étaient encore quand même dans le fichier, c'est juste qu'on ne les voyait pas. Il prenait le fichier, il le balance sur VirusTotal, puis il voit « Ah non, c'est bon, c'est légitime, tout va bien ». Mais du coup, tout le monde qui a accès à VirusTotal peut récupérer ces fichiers-là. Et nous, ce qu'on faisait au niveau du Luxembourg, au niveau de Circle, c'est qu'on avait une alerte, simplement une règle. Quand les fichiers contenaient tel et tel mot, on avait une notification. Et du coup, on pouvait dire aux boîtes, hey, vous avez uploadé ce fichier-là, vous avez 10 000 données d'utilisateurs qui ont été, au final, qui sont leakées sur Internet, vous devez les contacter, enfin voilà quoi, maintenant vous devez au boulot. Ce qui est embêtant. C'est pas une bonne chose. Après, vous avez donc les agences de voyage, comme je disais, où ils reçoivent tous les jours des passeports et des pièces d'identité. Et ils veulent bosser. Mais du coup, s'ils balancent tout sur VirusTotal, pareil, toutes ces données-là se retrouvent à leaker sur Internet et exploitées par n'importe qui. Enfin bon, c'est de nouveau mauvaise pratique. Donc là, l'avantage de Pandora, c'est qu'on va avoir un outil qui soit en interne, où les gens peuvent uploader des fichiers directement en interne dans l'entreprise, et ça ne leak pas partout. Donc ce qu'on fait au niveau des recherches sur VirusTotal, c'est qu'on prend juste le hash du fichier, et on fait la requête du hash sur VirusTotal, et pas le fichier en tant que tel. Du coup, si le fichier est connu sur VT, on a simplement une alerte en disant « ce fichier-là est connu, malveillant », prenez des décisions derrière. Et ça extrait donc des URL, des emails, des macros, ainsi de suite, depuis les fichiers, pour pouvoir ensuite faire des requêtes. Donc on a une URL qu'on trouve dans un fichier sur Pandora, on peut balancer sur Lookiloo. Depuis Lookiloo, quand on a un fichier, quand le lien pointe sur un fichier, on peut l'envoyer sur Pandora, donc comme ça avoir des allers-retours, où on n'a jamais à ouvrir le fichier sur sa propre machine. Ce qui est quand même assez pratique sur le long terme. Et l'autre chose, c'est que sur Pandora, quand on a un lien, il est uniquement visible par la personne qui a uploadé le fichier. Ce n'est pas visible par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a donc upload le fichier, on a un lien, et quand on est admin sur la plateforme, on peut voir tous les autres fichiers, mais personne d'autre dans l'entreprise n'a accès aux autres fichiers qui ont été uploadés sur la plateforme. De nouveau, d'un point de vue protection de données, c'est quand même plutôt pratique. Avec une URL partageable au besoin, évidemment, on peut exporter l'URL et puis la partager avec une expiration et ainsi de suite. Voilà, donc là, j'avais pris l'exemple que j'avais avant, là, avec un XLS ou XLA. Donc là, voilà, j'ai pris le lien, je l'ai envoyé donc sur pandora@circle.lu. Si vous voulez tester, vous pouvez passer là-dessus. Vous pouvez prendre des fichiers, faire un redirect, enfin voilà, un forward sur pandora@circle.lu. Ça vous renverra un mail qui ressemble à ça, avec un lien cliquable, qui est donc, en l'occurrence, celui-là. Et là, donc, on a donc un fichier qui contient... donc voilà, là en fait, on a donc une grosse alerte ici. Le résultat, c'est cliquez pas dessus, ouvrez pas le fichier. Bon là, évidemment, je fais une démo, donc j'arrive pas à afficher le contenu de la page. Et voilà. Normalement, on a les détails ici et ça va nous afficher pourquoi. En l'occurrence, ça a décidé que ça ne le ferait pas. Mais celui-là, il contient des macros, en l'occurrence. Les démos. Voilà. Donc là, on a donc, le contenu du fichier. Donc on peut voir comme ça qu'est-ce qu'il y a dans le fichier. On a donc ce qui est extrait. En l'occurrence, il y a une pièce jointe, on peut cliquer dessus. Et on va ouvrir donc de nouveau le... Il va me le montrer ici ou pas? Voilà, là, je l'ai. Donc là, de nouveau, le fichier avec donc copie, le contenu du fichier en tant que tel, qui est exporté donc avec LibreOffice vers un PDF et vers une image derrière. Et donc là, voilà, on a différentes informations sur en quoi ça consiste, quel genre de choses, pourquoi c'est considéré malveillant. En l'occurrence, celui-là, il active tout, quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est de nouveau, une fois qu'on a le contenu comme ça du fichier, on peut, vraisemblablement, on sait que c'est pas ce qu'on attendait, donc on fait rien de plus à partir de là. Donc ça, c'est simplement un fichier bête et méchant qui vient donc d'un mail. J'avais un exemple ici avec un fichier de test
qui lui va contenir une URL. Donc là, en l'occurrence, le fichier de nouveau, on a ici simplement avec un PDF qui contient un lien. On réussit à extraire le lien, on le voit ici, et là, on peut donc cliquer sur envoyer à Lookiloo. Et quand je clique là-dessus, ça va me l'envoyer sur Lookiloo. Ça va me faire la capture sur Lookiloo, on peut voir le contenu et tout. Donc de nouveau, on a l'image, récupère le lien qui est dedans, l'envoie sur Lookiloo, et à aucun moment on a à ouvrir le fichier sur sa propre machine. C'est bien, c'est pratique pour éviter d'ouvrir des trucs qui sont pas cool. Donc là, bon, en l'occurrence, la capture, elle est en cours. Je vous montrerai après si elle se termine. Elle devrait se terminer relativement rapidement, mais voilà. Retour là-dessus. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai donc l'exemple qu'on avait ici. On a ensuite différents points d'entrée. Je fais juste encore quelques minutes. On a une extension maintenant aussi pour donc une extension Firefox pour envoyer des URL directement. Donc on a la page chargée dans notre navigateur. On peut cliquer là-dessus et envoyer l'URL avec tout le contexte. Donc par contexte, j'entends les cookies, référeurs, donc l'URL en tant que tel, le user agent. Pour celui-là, pour cette extension-là, il est extrêmement vivement recommandé de ne pas utiliser ça contre l'instance publique si vous envoyez les cookies, parce que ça prend l'ensemble de votre cookie jar, donc tous les cookies que vous avez sur votre machine vont être envoyés pour la capture. Non, faites pas ça sur l'instance publique. Si vous avez votre instance à vous, c'est pas un problème, mais si vous avez une instance publique, c'est ça. Il faut installer Lookiloo, et après vous pouvez donc configurer l'URL pour envoyer sur votre instance à vous, depuis là. L'avantage de ça, c'est que vous avez déjà tout le contexte, donc vous n'avez pas à extraire les cookies, enfin rebricoler à la main pour faire votre capture. Celle-là est vraiment faite pour une instance perso, parce que sinon ça va être embêtant. Après, vous avez des API, donc vous pouvez pareil uploader. Vous avez des listes d'URL à envoyer, vous pouvez les envoyer sur Lookiloo directement. Vous avez des fichiers, les envoyer sur Pandora, récupérer les URL et puis analyser la suite dans la foulée. Et celui-là, je ne vais pas en parler plus que ça, mais il y a Lacus qui lui fait la capture en tant que tel. Donc c'est vraiment purement une interface de capture qui peut gérer en fonction de la machine que vous avez quelques dizaines de milliers de captures par jour, sans problème. C'est purement récupère donc tous les paramètres, l'envoie donc sur Lacus, fait la capture et retourne la réponse et la stocke en mémoire pendant quelques temps jusqu'à ce que vous puissiez la récupérer sur Lookiloo et compagnie. Ça, c'est purement standalone, capture indépendant qui ne donne pas la partie web de Lookiloo avec l'arbre et tout. Pratique si vous avez beaucoup de captures à faire, vous voulez le mettre dans un coin qui soit indépendant du reste de vos services, ainsi de suite. Mais bon, là, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me faire signe. L'AQ, c'est un peu plus, moins user-friendly que le reste. Donc voilà, pour résumer vraiment l'approche de comment utiliser ces outils-là. Donc là, j'ai tous les autres outils en fait à côté que je n'ose pas forcément parler. Mais donc, vous avez Lookiloo, récupérez donc des URL, faites la capture, ça l'envoie sur Lacus, récupère la réponse, vous affiche le contenu. Vous pouvez donc récupérer tous les fichiers individuellement de Lookiloo, les envoyer sur Pandora. Donc si vous avez par exemple un JavaScript, vous voulez ensuite extraire et l'envoyer sur Pandora, vous pouvez le faire depuis Lookiloo directement. Tout ce qui est email et aussi Lookiloo peut aussi traiter directement des pages HTML. Donc si vous avez une page HTML que vous voulez tester directement, vous pouvez l'uploader sur Lookiloo et ça va l'afficher dans un navigateur classique. Donc si vous avez une pièce jointe d'un mail qui est d'un fichier HTML, envoyez-la sur Lookiloo, vous allez avoir la même réponse que si c'était ouvert dans un navigateur. Connexion donc à MISP pour la partie partage long terme avec des tiers, ticketing system pour la partie notification quand vous avez le helpdesk ou l'équipe sécurité, monitoring pour faire les captures régulières de la même page pour voir quand elle change, puis notification au besoin qu'il y a des choses qui changent, et ainsi de suite. Voilà, donc là vous avez plein d'outils, donc tous ces outils-là sont en démo accessibles par qui veut s'en servir. Donc lookiloo.circle.lu, pandora.circle.lu, et puis après d'autres outils que j'ai un peu mentionnés ici, que vous avez donc là. Voilà, donc là, j'arrive juste dans les temps. Si vous voulez me contacter, voilà les points de contact. Et si à 18h vous êtes là et que vous voulez voir une démo plus en détail d'un site spécifique avec Lookiloo, comment il marche et comment le site de phishing est fait, on se voit à 18h. Et si vous avez des questions, on a un petit peu de temps. Si vous avez des captures que vous voulez faire sur Lookiloo, faites-moi signe. Oui. Merci déjà pour la présentation.
Mhm. Ouais. Mais en- en fait, ouais. Ouais. En fait, là, j'ai vraiment montré comment les outils fonctionnent, mais dans la pratique, moi, au niveau de ma famille, quand ils reçoivent une URL, je leur dis de me l'envoyer sur Lookiloo et de regarder la copie d'écran. Et là où c'est chargé, donc vraiment le domaine qui est chargé et la copie d'écran. Et en général, c'est suffisant. Ils vont me dire, bah, effectivement, c'est malveillant. Ou c'est voilà, c'est pas le site officiel. Ouais. Enfin, même ça, je trouve que pour des utilisateurs lambda, Mhm. le fait d'aller sur une page qui a autant de trucs de Ouais. config et tout, c'est pas user-friendly, il faut leur Ouais. expliquer comment faire. Il faut leur expliquer, effectivement, il faut expliquer un peu, mais donc, de nouveau, je l'ai fait un petit peu en famille, ça marchait pas trop mal, effectivement. C'est pas juste, hop, voilà Lookiloo, débrouillez-vous. C'est vraiment, OK, on a la plateforme, copier la chose là-dedans, regarder, puis expliquer un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe, a réduit pas mal les cartes de crédit à annuler parce qu'ils ont rentré leurs infos sur le mauvais site. C'est pas, effectivement, c'est pas forcément évident. Après, voilà, je suis toujours intéressé d'avoir des idées sur comment améliorer la chose, changer l'interface pour que ce soit plus sympa, plus utilisable, plus user-friendly. Effectivement, ce serait utile. Attends, je crois qu'il y avait une question après. Ouais, vas-y. Ouais. Mhm. Ouais. 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 C'est oui, mais effectivement. Ouais. Non, mais en fait. Ouais, sûrement. En fait, c'est un petit peu ce qu'on a fait au niveau de celui-là, où effectivement on a donc la vue détaillée, la vue pas détaillée. Mais ouais, effectivement, sur Lookiloo, avoir une vue comme ça, plus simple, serait voilà la vue serait effectivement une bonne chose. Ouais. Oui. Est-ce que dans ces outils, on peut faire un export sous forme de fichier zip Ouais. qu'on peut par exemple partager avec la CNIL ou faire Ouais. une demande de retrait de site ou je sais pas, Absolument, oui. En fait, là, on peut faire un export, donc la download ici, et on peut récupérer la capture complète. On peut récupérer la capture et la mettre sur une autre instance Lookiloo ou simplement le donner. Et la capture, en fait, elle contient notamment le HAR, donc l'HTTP Archive, qui correspond à tout le contenu de toute la capture, donc toutes les ressources, toutes les requêtes, tous les headers, enfin l'ensemble de la capture va être dedans. Ça peut être pratique du coup pour ensuite le donner pour faire une demande de Pharos ou. Mais effectivement, on peut exporter ça comme ça. On peut exporter l'arbre sous forme d'une image. Enfin, voilà, on peut vraiment exporter un peu tout ce qu'on veut pour le donner à des tiers. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Comme si tu es même problème que sur VirusTotal, en instance Pandora elle est publique, donc il appartient à un tiers qui potentiellement y accède. Donc j'imagine que derrière il y a la version Oui. locale. Ah oui. Ouais. Ma question c'est comment ta version locale, est-ce que tu vas savoir que c'est un antivirus? Est-ce que tu as une mise à jour avec les bases de VirusTotal? Est-ce que sera moins riche que la version Pandora? Alors, en fait, la version, pour Pandora en tant que telle, on a pratiquement la même chose que la version publique. En fait, la version locale, en fait, on peut configurer des API, donc des clés d'API pour se connecter à VirusTotal, pour se connecter à MalwareDB et ainsi de suite. Mais les seules signatures qu'on a en local sont des règles Yara. Donc, bon, pour ceux qui connaissent Yara, on peut configurer nos propres règles Yara. Il y en a une série qui sont prédéfinies dedans, qui sont dispo. S'il y en a d'autres, on peut en rajouter simplement dedans comme ça. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas, c'est ça. Il n'y a pas de base de données en tant que telle, à l'exception d'Yara en l'occurrence. Voilà. Et on peut les mettre à jour. Elles sont mises à jour régulièrement aussi. Donc ce qui vient avec l'instance publique va être mis à jour automatiquement quand on met à jour l'instance à la maison, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Moi j'ai pas compris pourquoi il fallait mettre de l'agent sur l'interface. Parce que ce que j'imaginais un peu c'est on met le site et après il va regarder pour n'importe quelle interface, que ce soit Mozilla, Google ou un Internet Explorer qui est hyper ancien avec une Ouais. Du moment qu'il détecte une faille, il peut dire que c'est fini. Oui, mais là, en fait, la façon dont ça marche, c'est qu'on a donc, on a donc l'URL qu'on veut capturer, on choisit un user agent qui va ensuite automatiquement définir le navigateur qu'on utilise derrière. Donc ça fait vraiment, la capture se fait avec un seul navigateur à la fois.
Après, on peut automatiser la chose en disant bah, fais-moi cette capture-là avec ces 5 user agents, par exemple, et voir la différence entre chaque capture. Mais c'est pas, par défaut, c'est une capture à la fois. Ouais. Mais c'est bon, ça s'adapte. L'API est là pour ça, pour automatiser les choses à ce niveau-là. Ouais. OK. D'autres, ouais. Est-ce que l'instance publique, on peut l'utiliser un peu comme la Wayback Machine, genre pour garder une trace de quelque chose? On peut. Je certifie pas que ce sera. Donc, le Wayback, on les. pas aussi back. Voilà. En fait, c'est que on les capture. Les URL, on les capture et on les garde. Je veux dire, on a quelques terras de capture stockées. Je certifie pas que ça reste indéfiniment disponible. Ça reste mieux de le mettre sur la Wayback au besoin pour vraiment le garder. Mais effectivement, les captures, on les a et on les garde vraiment longtemps. OK. Merci.